Non. D'accord, ok. Il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a fait, les gens cherchent la bouche de leurs camarades, c'est ça le vrai problème. Plus que 6 jours, nous connaîtrons l'identité du futur président de la Fédération burkinabé de football. Vous le savez, l'Assemblée générale ordinaire qui doit désigner le futur locataire de Ouaga 2000 sera donc connue à Koudougou le 10 novembre prochain. Mais avant, nous discuterons sur ce plateau avec l'un des deux candidats officiellement en liste. Il s'agit du président sortant, le colonel Sita Sangaré. Sur ce plateau, il y aura également Madi Zongo et Salifou Guigma. À nous trois, nous essaierons de cuisiner autant que possible le candidat. En tout cas, merci, président. Ou doit-on dire merci, le candidat, d'être venu sur ce plateau. Oh, merci. Sportivement, merci, Sita Sangaré. Voilà. Et je pense que, parlant de cuisine, je dois être certainement dur à cuire parce que c'est pas simple. Voilà. La première question, c'est la plus banale. On le sait, Sita Sangaré est colonel. C'est le peu qu'on sait de lui. Alors, question la plus banale, qui est Sita Sangaré? Quel est son parcours sportif? Qu'est-ce qu'il a amené au sport? Bon, je dois dire que Sita Sangaré, c'est à l'état civil, quelqu'un qui est peut-être un jeune marié pour certains, un assez ancien pour d'autres. Je suis marié depuis 20 ans et j'ai 3 filles. Je pense que c'est ce que je peux dire. Maintenant, sur le plan du football, je dois dire pratiquement comme tous les gamins de Bobo, j'ai commencé à taper dans le ballon rond, j'allais dire pratiquement depuis avant d'aller à l'école primaire, parce que nous on a joué à Saint-Étienne où j'ai grandi avec mes grands-parents. Et ensuite, à l'école primaire, naturellement, comme pratiquement tous les enfants, j'ai joué à l'OSEP. Maintenant, vous savez très bien que en notre temps, je ne suis pas si ancien que ça, du haut de mes 47 ans, mais je pense que à notre époque, quand même, jouer au ballon, c'était très mal vu par les parents, ce qui fait que très certainement, les études ont pris le dessus sur le ballon, mais la passion, elle, bien évidemment, elle est demeurée intacte, même si les ambitions de carrière au niveau du football sont restées au stade de l'école primaire, parce que je dois dire que quand je suis arrivé à Bingerville, parce que quand j'ai eu le concours d'entrée au PMK, j'ai continué mon cursus à Bingerville en Côte d'Ivoire. Je n'ai plus l'occasion vraiment de jouer au ballon, mais je suis devenu un très grand supporter et je tairai les équipes que j'ai supportées. Mais enfin, je dois dire que non, j'ai toujours continué. On a de bons souvenirs dans la jeunesse, au cours de ma jeunesse, quand je jouais. Notre équipe d'ailleurs s'appelait l'équipe les 11 frères. Nous jouions, c'est l'équipe de notre quartier. Et c'était pratiquement l'équipe de la famille Sangaré. Et on prenait part. C'était une Sangaré Connection, hein? Oui, on prenait part au tournoi que les frères de la Sainte Famille organisaient à chaque vacances. Et c'était, je vous assure, très très animé. On avait de très nombreuses équipes qui étaient alignées. Et je puis vous assurer que beaucoup de joueurs qui ont pris part à ces tournois organisés par les frères ont fait carrière après dans les équipes du championnat et même en équipe nationale du Burkina Faso. Alors, Sita Sangaré, est-ce, on va dire, ce qu'on peut considérer comme un échec dans la poursuite d'une carrière professionnelle qui vous a conduit à embrasser celle de dirigeant, puisqu'on rappelle, vous avez déjà participé à un comité exécutif de la Fédération burkinabé de football, c'était il y a une quinzaine d'années. Oui, tout à fait. Non, je dois dire que, oui, vous savez, le football, c'est d'abord et avant tout une passion. Et voilà, et lorsque vous avez cette passion, je pense que la passion peut mener partout. Et ma passion de jeune supporter, parce que je dois dire que nous avons vraiment suivi, j'ai eu la chance de suivre de très grands matchs des silures de Bobo Dioulasso et face à de très grandes équipes du continent africain de l'époque. Je me rappelle
le Kara de Brazzaville, le Afia de Conakry, le Canon de Yaoundé. Je sais que c'est des matchs mythiques que j'ai pu personnellement suivre au stade Woubi de Bobo Dioulasso. Et je pense que quand vous avez la chance de voir ce genre de match, je pense que vous ne pouvez qu'être piqué par le virus du football. Maintenant, être dirigeant, ça, je dois dire que ça, c'est un peu banal, hein, parce que moi, je sais que lorsque le général Traoré Honoré, qui était président de la fédération, m'a fait appel pour l'accompagner dans l'équipe fédérale, bon, c'était une surprise pour moi, hein, je dois l'avouer. Je suis parti après cette expérience fédérale qui a été écourtée en 2002 et après la CAN au Mali ou à Ségou. Après cette aventure, j'ai continué pratiquement au niveau du comité exécutif d'abord de l'Union sportive des forces armées avant d'intégrer la section football de l'Union sportive des forces armées. Et puis, enfin, je dois dire que c'est le destin qui m'a conduit après à la Fédération burkinabé de football. Alors vous avez donc passé 4 premières années au poste de président. Vous êtes candidat pour une réélection. Alors, Sita Sangaré, pourquoi vouloir encore que le monde du football vous accorde une seconde confiance de 4 ans? Pourquoi renouveler ce mandat? Non, on peut citer plusieurs raisons. Parce que vous voyez, lorsque vous arrivez à la tête d'une structure comme la Fédération burkinabé de football, évidemment, et vous savez, comme actuellement il y a un programme, vous avez, c'est sur la base donc d'un programme que vous soumettez à vos électeurs. Et lorsque l'heure du bilan arrive, évidemment, vous faites le point. Vous dites, il y a 4 ans, j'avais soumis un programme à mes électeurs. Qu'est-ce que j'ai pu réaliser et qu'est-ce que je n'ai pas pu réaliser? Et souvent, vous pouvez avoir l'impression qu'il y a encore quelque chose. Vous devez pouvoir encore donner quelque chose pour réaliser. Parce que surtout dans notre contexte, quand nous arrivions, je pense que les difficultés étaient énormes. Les difficultés auxquelles les clubs surtout étaient confrontés. Donc, nous avons essayé ensemble de les résoudre avec quelques succès et bien entendu avec également beaucoup d'insuccès. Et donc, il fallait regarder pour voir comment. Vous savez, lorsque vous avez entamé un travail, je pense que certainement, vous êtes encore le mieux placé pour essayer de recadrer ce qui n'a pas pu être fait. Et je pense que, entre autres, ce sont les objectifs et ce sont des raisons qui nous poussent à venir. Mais il y a aussi, bien évidemment, l'appel de certains qui disent, écoutez, vous avez fait quelque chose, nous estimons qu'il est bon que vous continuiez. Et donc, c'est souvent cela, voilà, malgré souvent, parce que le monde du football, il est tellement ingrat. Et ça, je suis très bien placé pour vous le dire. Et souvent, il y a beaucoup plus de raisons qui vous poussent à ne pas y aller que de raisons qui vous poussent à aller. Alors, mais quand vous avez certains qui également vous poussent, bon, je pense que vous vous dites, bon, finalement, vous n'avez pas le droit de décevoir certains qui croient en vous. Alors, avant de céder la parole à mes deux confrères de ce soir, alors, première question, je me base bien sûr sur le prochain programme que vous soumettez aux électeurs. Vous parlez de favoriser une meilleure organisation du secteur des jeunes. On sait que durant ces 4 premières années, les équipes nationales, surtout de jeunes du Burkina, n'ont pas existé sur la scène continentale. 3 campagnes éliminatoires durant, le Burkina n'a pu se qualifier autant chez les U17 et autant chez les U20. Comment vous expliquez cela lorsque vous parlez, par exemple, de favoriser une meilleure organisation de ce secteur? Non, vous savez, les résultats, en principe, ça ne doit pas être l'objectif ultime à rechercher, enfin l'objectif immédiat. Voilà, peut-être il faut d'abord chercher à construire. Vous savez, lorsque il y a 4 ans, on arrivait à la tête de la Fédération burkinabé de football, il n'y avait aucune compétition de jeunes qui était organisée au Burkina Faso. Nous avions déjà, malheureusement, je n'ai pas amené le programme que j'avais soumis au collège électoral en 2012, vous alliez voir que dans les diagnostics que nous avions posés, nous avions déjà fait ressortir cela. Et donc, nous nous étions dit qu'entre autres pistes, il fallait tout faire pour déjà organiser un championnat de petite catégorie. Parce que les succès de nos équipes de jeunes, de nos équipes nationales de jeunes, reposaient sur la bonne organisation
je n'allais pas dire de beaucoup de centres, d'un centre particulièrement, c'était, pour ne pas le nommer, le centre Planète Champion. Et je pense qu'on s'était dit qu'il fallait structurer, il fallait tout faire pour qu'il y ait un championnat de petite catégorie. Vous voyez? Bon, maintenant, nous avons organisé pendant tous ces 4 ans des championnats de petite catégorie, mais nous nous sommes rendus compte, et comme vous le disiez tout à l'heure, que cela n'a pas suffi parce que on a vu au contraire que nos équipes n'arrivaient pas à se qualifier. Maintenant, nous nous sommes dit qu'il faut aller de l'avant. Nous avons dit qu'il faut certainement en faire l'axe principal d'effort. Et c'est pour ça que pour les 4 années à venir, nous proposons au collège électoral un programme basé sur la relève. Parce qu'il y a déjà quelque chose, le championnat de petite catégorie, certainement qu'il faut travailler déjà à bien améliorer cela. Il faut bien organiser, il faut sensibiliser même les acteurs. Parce que moi, ce que j'ai découvert tout au long de ces 4 premières années, les championnats qui ont été organisés pour les différentes catégories là, ont été caractérisés par un non-respect flagrant des âges au niveau de la tricherie sur les âges. La tricherie sur les âges. Et ça, c'est préjudiciable pour notre football. Et je pense que dans ce que nous appelons meilleure organisation du secteur, il y a tout cela qu'il faut ranger dedans. Il faut qu'on pratique la vérité des âges, sinon toute politique de relève serait vraiment vaine. Bonsoir Président et merci d'être sur notre plateau. Alors tout Burkinabé qui aura Sita Sangaré devant lui et qui Sita Sangaré candidat, la question qui lui vient à l'esprit c'est tout de suite, c'est est-ce que Sita Sangaré aura le temps de s'occuper bien du football en plus de ses fonctions de directeur de la justice militaire. Je sais que vous écoutez les radios, je sais que vous écoutez l'opinion et ce qui revient le plus souvent, c'est que vous devez être trop chargé avec tous les dossiers que vous avez. Moi, je ne les citerai pas parce que ce n'est pas l'objectif ici. Mais est-ce que avec votre fonction à la justice militaire et votre fonction de président de la Fédération burkinabé de football, est-ce que Sita Sangaré pourra satisfaire tous les Burkinabés dans les 2 domaines? Bon, je pense qu'il y a une méconnaissance de certaines réalités. Je dois en convenir que dans notre pays, beaucoup connaissent très mal le fonctionnement du système judiciaire. Moi, c'est vrai, je suis directeur de la justice militaire, mais je dois dire que peut-être parmi tous les magistrats du tribunal militaire, je suis peut-être le moins chargé. Parce que le directeur de la justice militaire ne s'occupe d'aucun dossier. Ce n'est pas le directeur de la justice militaire qui juge un dossier, ce n'est pas le directeur de la justice militaire qui poursuit. Vous savez, j'ai dit que quand les gens disent cela, pour moi, au début j'ai entendu ça, mais je me suis dit que c'est juste des arguments de campagne. Mais après j'ai vu que beaucoup se posent la question. C'est vrai, parce que l'actualité récente de notre pays qui fait que les gens, il y a une forte médiatisation autour des dossiers que nous avons, mais ces dossiers-là ne reposent pas du tout sur les épaules du directeur de la justice militaire. Ça, je tiens vraiment à dire cela. Et maintenant, comme je l'ai dit, je me suis amusé quand vous regardez, il n'y a aucun président de la fédération au Burkina ici qui n'était pas chargé. Voilà, tous ont des charges. Il faut se dire que le travail à la Fédération burkinabé de football, le travail du président de la Fédération burkinabé de football n'est pas un travail à temps plein. Ça, il faut déjà faire ce distinguo. Peut-être pour beaucoup, c'est un métier supplémentaire. Voilà, vous êtes là, c'est dans un contexte où il y a beaucoup de chômage. Les gens pensent certainement que, voilà, j'ai entendu, effectivement, comme vous, sur certaines radios, certains dire, ah bon, lui seul 2 postes. Bon, ce n'est pas, voilà, vous voyez, c'est vraiment un poste à temps partiel. Vous êtes là, vous venez pour vous occuper. Et encore une fois, je dois dire que il y a 4 ans, même quand nous prenons les différents contextes, il y a 4 ans, moi j'étais beaucoup, peut-être au moins 10 fois plus chargé qu'aujourd'hui. Vous comprenez? Il y a 4 ans, j'étais commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Ouagadougou, c'est-à-dire le magistrat en charge des poursuites. Et vous vous souvenez qu'à ce moment, en 2012, on était tout près de la mutinerie qui a eu lieu en 2011. Il y avait beaucoup plus d'éléments à poursuivre. Vous savez, nous avons à l'époque poursuivi devant le tribunal militaire près de 200 personnes. Alors qu'actuellement, pour le dossier Putsch, nous avons
à peu près 95 personnes qui sont poursuivies. Je pense que ce n'est même pas du tout la même chose. Mais je pense que c'est les contextes. Les gens ont dramatisé. Je déplore déjà même cette dramatisation faite autour de l'élection à la présidence de la fédération actuellement. Voilà, ça part vraiment d'incompréhension. Je dis et je répète que le directeur de la justice militaire que je suis est beaucoup plus libre aujourd'hui qu'il y a 4 ans. Et donc, franchement, c'est à tort que les gens, les uns et les autres, se posent des questions. Et je dois du reste dire que vous avez suivi l'actualité. Je pense que le commissaire du gouvernement après le tribunal militaire a communiqué et bien communiqué. Et c'est une réalité. Tous les dossiers qui sont pendant devant le tribunal militaire sont presque à la fin. Donc, ce problème ne doit même pas se poser. Voilà. Bonsoir, Président. Bonsoir. Je vais saisir la balle de John William Somda au rebond par rapport à la petite catégorie au niveau de l'organisation. Je cite ce que vous avez notamment écrit au niveau de votre programme. Vous parlez que dans le but de détecter, d'orienter et de suivre les jeunes talents, alors vous allez créer un département en charge de la petite catégorie. Aujourd'hui, force est de reconnaître, Sita Sangaré, que la matière en termes de formateurs, c'est un véritable problème au Burkina. Alors comment ce département va s'organiser? Vous allez trouver les hommes à quel niveau? Parce que c'est bien beau quand c'est écrit, mais je me demande si sur le plan pratique, ça ne va pas causer des couacs. Non, je puis vous assurer que la réflexion se mène déjà depuis un bon bout de temps. Nous avons, c'est peut-être une manière de percevoir, mais sinon nous pensons que nous avons de la bonne graine. Parce que même quand vous regardez les derniers matchs éliminatoires des compétitions africaines, je dis, nous n'avons pas été aussi ridicules que ça. Quand vous regardez en junior nos U20, nous avons été éliminés par les Maliens qui sont quand même une référence en Afrique, voire dans le monde. Parce que les juniors maliens, je dois rappeler qu'on a fait 0-0 ici à Ouagadougou. On est tombé à Bamako 2-0. Voilà. Bon, après, dans des conditions assez particulières, je ne dis pas que c'est... Bon, je ne veux pas revenir là-dessus, parce que nos joueurs sont partis. Voilà. Non. Voilà, donc, et c'est pour dire que c'est pas si loin, voilà, en vérité. Et quant à nos cadets, vous avez suivi, ils ont raté complètement la manche aller au Ghana. On a perdu 5-1. Et vous convenez avec moi qu'au retour, ils ont très bien joué. On a largement dominé les Ghanéens que nous avons battus ici 4-1. Et les Ghanéens, par la suite, se sont qualifiés après avoir éliminé les Ivoiriens. Donc, moi, je dois dire que ce n'est pas si loin. Ce n'est pas que nous n'avons pas la matière. Même quand vous regardez les autres années, souvent, vous savez, le football de haut niveau, ça tient souvent à des détails. Bon, maintenant, je disais que la question du département, c'est une réflexion, parce que quand nous arrivions, l'organisation de nos différents championnats relevait de la Ligue nationale de football. Et cette Ligue nationale, nous l'avions d'abord étoffée suffisamment pour qu'elle puisse jouer pleinement son rôle. Après, nous l'avons scindée en 3 entités distinctes, dont la Ligue et football des jeunes. Et maintenant, nous proposons d'aller vers une étape qualitativement supérieure en remplaçant la Ligue football de jeunes par un département football de jeunes. Parce que en allant vers la départementalisation, c'est parce que nous voulons mieux restructurer ce système. Évidemment, il faut faire appel à plus de formateurs. Et en tout cas, nous avons déjà discuté avec les techniciens que nous avons. Je puis vous assurer que notre direction technique nationale est très bien outillée. Elle est citée en exemple en Afrique. Voilà, parce que, pour ne pas dire le DTN actuel, il a été élevé au rang d'instructeur de la CAF par justement la CAF. Et je pense qu'en son sein, on ne perçoit pas trop, mais la DTN abat un très grand travail. Et nous avons en réalité beaucoup de techniciens que vous verrez. Et certainement, si le collège électoral nous donne l'occasion, vous les verrez à l'œuvre. Le département, lorsqu'il sera mis en place, il sera fonctionnel très rapidement. Et j'espère qu'on verra très rapidement également les retombées pour notre football.
Alors, Sita Sangaré, on va poursuivre toujours en restant dans votre programme pour les 4 prochaines années, si toutefois vous êtes élu. Alors, le deuxième point qu'on va aborder, c'est celui qui traite de la promotion du secteur de l'arbitrage. Vous dites en qualité et en quantité, alors que... Oui. Et toujours par rapport à la relève, si tu me permets, oui. Une question que j'avais en tête, mais je crois que tu allais me permettre de la poser. Vas-y. Alors, Président, justement, vous parlez de la relève, mais on remarque que la formation au Burkina est du fait de centres de formation, en tout cas de relève, je mets entre griffes, du privé. Les clubs qui sont les premiers consommateurs des clubs, des joueurs, ne sont pas au fait, en tout cas, de la formation. D'autres se plaignent du manque de compétition. Vous avez dit, il y a de la compétition maintenant. Alors, si vous êtes réélu le 10 novembre, comment comptez-vous justement, sur quel socle comptez-vous vous appuyer pour préparer cette relève-là? Est-ce que vous allez mettre maintenant les clubs à contribution ou bien quel cadre allez-vous trouver pour la mise en œuvre? Non, c'est absolument nécessaire que les clubs soient mis à contribution. Vous savez, l'idéal, c'est que chaque club, et du moins chaque centre de formation soit adossé à un club existant. C'est ça l'idéal. Qu'il y ait le centre de formation de l'EFO, le centre de formation de l'ASFA Yenenga, pour faire plaisir à William, le centre de formation du Santos. Ouais, bien sûr, le Santos en a déjà. Le Santos en a déjà, président. Bon, voilà, donc vous voyez, c'est ce qui est idéal, que chaque club ait un centre de formation. Vous savez, l'idéal, c'est que les centres de formation ne puissent pas participer au championnat de l'élite. C'est ça. Ils doivent former justement pour l'élite. Mais chaque pays a ses propres réalités. Nous avons regardé parce que l'organisation des compétitions revient très cher. C'est d'ailleurs pour ça que pendant longtemps, dans notre pays, on n'organisait pas de championnat de petite catégorie. Mais nous avons dit qu'il faut l'organiser. Lorsque nous avons constaté qu'il y a des centres de formation qui existent, et alors qu'il n'y a pas de compétition pour les centres de formation, et ces centres-là ont des équipes, que vont devenir ces enfants qui évoluent là-bas? C'est pour ça qu'il a été toléré que ces centres-là puissent prendre part à nos différents championnats. Mais je me dis que lorsque ça va arriver, tout est une question d'organisation. Aujourd'hui, il est prématuré de dire qu'on peut organiser des championnats pour les centres de formation. Par expérience, nous avons vu, lorsque nous avons multiplié les compétitions, il y a beaucoup. William abordait déjà le secteur de l'arbitrage. Les arbitres même nous disaient qu'ils n'ont pas suffisamment d'arbitres pour arbitrer les différentes compétitions que nous avons. Les compétitions se sont multipliées. Ça, c'est une réalité. Sur le plan financier, les charges sont telles que ce n'est pas demain qu'on peut, sans tomber dans la démagogie, parler d'organiser des championnats, des centres de formation à côté de ceci ou cela. Nous allons aller progressivement. Mais je pense que la question est posée. Il faut courageusement poser effectivement un jour ou l'autre la question des centres de formation. Il faut un cahier de charges parce que nous avons beaucoup de centres de formation qui ne sont en réalité que de vulgaires boutiques de vente d'enfants. Et là, parce qu'il n'y a pas de plus-value pour notre football, nous souhaitons que ce soit bien organisé parce qu'il y a des centres qui sont très sérieux, mais il y en a beaucoup qui n'ont pour seul objectif que de vendre les enfants sans chercher à voir ce que ça peut rapporter. Est-ce que vous allez justement mettre de l'ordre dans ce milieu-là? Absolument. Il est absolument impérieux parce que, vous savez, nous sommes arrivés souvent à l'étranger où lorsqu'on vous interpelle, bon, je ne vais pas faire de publicité, il y a un de vos confrères étrangers qui a fait une publicité, vraiment c'était très mauvais pour notre pays parce qu'on a cité des Burkinabés comme contre-exemple parfait en la matière. C'est-à-dire, on prend des enfants et on va les jeter dans les rues en Europe, ils deviennent des SDF. C'est vraiment très déshonorant pour le pays. On ne peut pas continuer à accepter cela. Les centres de formation croient aujourd'hui évoluer dans un no man's land parfait. Les gens, parce que vous savez, lorsque vous avez un centre de formation, le minimum, c'est de recruter des encadreurs de qualité. Mais aujourd'hui, vous voyez plein de gens, ils profitent certainement de la faiblesse de la législation en la matière. Ils viennent seulement, ils organisent, ils prennent des enfants, ils vont les vendre comme de vulgaires cacahuètes. Ça, c'est pas du tout normal. Nous souhaitons que les centres de formation ajoutent quelque chose
au niveau du relèvement de notre football. En tout cas, ce n'est pas dû aussi au fait qu'il y a cette facilité d'accès au niveau de la D1, si bien quand on s'y trouve, l'objectif n'est plus forcément de former, mais de rentabiliser. Je suis tout à fait d'avis avec vous. C'est-à-dire que cet objectif de rentabiliser, beaucoup disent cela. Nous voulons rentabiliser, mais quand vous regardez de très près, vous savez, vous voyez qu'en réalité, les gens n'ont pas, l'objectif même de contribuer au développement du football. Parce que ils prennent les enfants, ils vont les... En tout cas, je ne veux pas rentrer parce que certains vont se sentir indexés, mais nous avons une idée très claire là-dessus pour mettre de l'ordre au niveau des centres de formation. On ne peut pas prendre, parce que quand vous allez dans ces centres de formation, vous de la presse, je sais que vous devez avoir votre idée là-dessus. Si vous menez des investigations, vous allez voir qu'on prend des enfants, on vous dit que l'enfant là, il a 12 ans alors qu'il en a 18 ou 19. Il y a beaucoup qui sont passés par la case prison. Voilà. Donc, c'est vraiment des problèmes. Et on pense, quand vous leur demandez, leur seul intérêt là, c'est de venir auprès de la fédération, demander des documents pour permettre aux enfants d'aller... en ce moment-là, on harcèle le SG, on harcèle le président de la fédération. Vraiment, j'ai déposé une demande là, une lettre de sortie pour tel enfant. Mais quand vous regardez, c'est pas bien. Nous souhaitons, surtout au niveau des enfants, il faut que ces enfants-là restent le plus longtemps au Burkina Faso pour apporter quelque chose au niveau de notre football. Bon, après, quand ça arrive à un niveau, on peut les faire sortir. En tout cas, moi, je veux qu'on mette de l'ordre à ce niveau. Sita Sangara, on va maintenant aborder la question de l'arbitrage. Vous parliez tantôt de mettre de l'ordre du côté des enfants. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, avec la crise entre l'UNAFA et la CCA, qu'il vous semble opportun, dans l'objectif bien entendu de réussir votre prochain mandat, de mettre également de l'ordre dans ce milieu? On le sait, les arbitres sont divisés. Est-ce que Sita Sangara profite de cette division ou bien cette division est contraignante? Personne ne saurait profiter d'une division, surtout au niveau d'une structure comme la Fédération de football. Parce que lorsque vous croyez profiter d'une division, en réalité, vous en sécrétez d'autres. Donc, vous savez, au niveau de l'arbitrage, nous avions pris les taureaux par les cornes, nous avions mis en place une équipe de médiation pour rapprocher les vues, parce que nous pensons que le football, c'est une famille au sein de laquelle on peut certes avoir des malentendus, mais il ne devrait pas y avoir de divergences majeures. Et je dis que, je vous assure que moi, réélu, l'un de mes tout premiers chantiers serait de parachever la réconciliation vraie entre tous les arbitres. Parce que il y a, je sais que votre confrère m'a dit, oui, est un ancien arbitre. Il y a, vous savez, en 2012 déjà, en arrivant à la tête de la fédération, nous avions tenu à ce que les arbitres puissent s'asseoir, parler le même langage, évoluer ensemble. Mais nous nous sommes rendus compte qu'il y a des rancœurs qui s'étalent sur de très nombreuses années. Nous n'avons pas pu résoudre définitivement ce problème, mais nous espérons pouvoir continuer. Parce que je dis que au-delà des intérêts partisans, il faut que tous puissent mettre en avant l'intérêt supérieur de l'arbitrage. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que les arbitres, ils souffrent. Moi, j'aime donner un peu des chiffres. Beaucoup ne savent pas que le corps arbitral, les 4 qui sont désignés pour arbitrer, c'est-à-dire que le trio plus le 4e, ils n'avaient, quand nous arrivions à la fédération, que la somme de 31 500 francs à se partager. Moins de 10 000 francs par tête. Au jour d'aujourd'hui, oui, c'est un vieil arbitre. Donc nous avons essayé de relever un tout petit peu, et aujourd'hui, on est passé en première division, on est passé de 31 500 à 51 500. Mais ce n'est toujours pas suffisant. Les arbitres, beaucoup d'entre eux, en dehors des internationaux, ils sont obligés encore de s'habiller. Il manque pratiquement de tout. Et si les arbitres doivent continuer à se quereller pour vraiment des pécadilles, je pense que ce n'est pas bien. C'est souvent des intérêts des querelles de personnes, c'est souvent des intérêts vraiment étrangers au corps de l'arbitrage. Il est connu que c'est dans l'union qu'on peut avancer.
dans la division, on ne peut rien obtenir. Donc, ce problème de l'arbitrage, je l'ai dit, quand vous voyez dans le programme, on a dit qu'il y a un manque criard d'arbitres pour nos différents, parce qu'il y a eu une désaffection à un certain moment pour ce corps. Beaucoup étaient las, ils en avaient marre de cette division. Lorsque vous êtes là, tout de suite, on vous taxe d'être pro X, pro Y, et là, ça vous empêche d'évoluer sereinement. Vous avez vu, pendant un bon bout de temps, carrément, on a perdu sur la scène internationale, on n'avait même plus d'arbitre international. Donc, ça a commencé difficilement à revenir, mais il faut qu'on travaille, sinon on va même perdre ça. Donc beaucoup d'arbitres ont quitté ce métier, ceux qui sont là, ils sont démotivés et ce n'est pas intéressant. Donc il faut vivement travailler à la réconciliation véritable entre les arbitres. C'est vraiment un chantier qui me tient à cœur. Oui, alors président, mais quand au niveau de la fédération on dit que l'UNAF, l'Union nationale des arbitres de football, n'est pas un membre actif, est-ce que ce n'est pas jeter quelque part de l'huile sur le feu? Non, pas du tout. Parce que vous savez, nous avons nos documents fondamentaux. Et heureusement, du reste, ce n'est pas nous qui les avons rédigés. J'ai vu quelque part qu'on a dit que c'est en 2014 que ça avait été relu. En 2014, on a procédé à une relecture. Mais ça n'a pas changé. La question de membres actifs, ça, dans nos règlements généraux, les différentes catégories sont bien répertoriées. Et on a cité qui est membre actif, qui est membre bienfaiteur ou quoi. Il y a différentes catégories. Pour les téléspectateurs et peut-être nous autres qui ne comprenons pas trop, qu'est-ce qu'un membre actif, qu'est-ce qu'un membre rapidement pour qu'on sache? Parce que bon, il y a souvent de la confusion. Non, il faut répartir. Je ne me suis pas je me suis pas trop intéressé, je n'ai pas lu spécifiquement cette question, mais les règlements généraux spécifient clairement là-dessus. Et tout le monde le sait. Ça dit que j'ai ri à l'argument de quelqu'un qui a dit, mais l'UNAF a toujours été invité à toutes les AG de la fédération. Mais je dois dire que à toutes les AG de la fédération, on invite le ministre des Sports. S'il n'est pas disponible, il envoie un de ses conseillers, mais ça ne fait pas de lui un membre actif de la fédération. Non, il faut qu'on soit sérieux. Les textes sont là. On a dit qui est membre actif. Si vous sortez, vous lisez le document, vous allez voir que très clairement, l'UNAF n'a pas la qualité de membre actif. Depuis, ce n'est pas à partir de 2014. L'UNAF n'a jamais eu la qualité de membre actif de la Fédération burkinabé de football. Ça, c'est ce qui est dit. Maintenant, si l'UNAF veut acquérir cette qualité, je dois d'ailleurs rappeler que l'UNAF, c'est comme l'association des journalistes sportifs. L'association des journalistes sportifs du Burkina est une association. C'est une association qui a des intérêts au niveau du football. Comme l'UNAF, c'est des regroupements de choses. Et il ne faut pas faire d'amalgame à ce niveau. L'association des entraîneurs du FASO, ce sont des structures qui sont invitées régulièrement aux AG, mais elles ne sont pas des membres actifs de la fédération. Et les textes disent clairement que si vous voulez, toute personne qui veut être membre du comité exécutif de la fédération doit, entre autres critères, avoir un mandat délivré par un membre actif de la fédération. Ça, ce sont les règles. Et l'UNAF, n'étant pas un membre actif de la Fédération burkinabé de football, il est évident que si vous avez un mandat délivré par l'UNAF, vous ne remplissez pas les critères. Oui, Président, on va aborder maintenant le volet club, avec la permission de William. Alors, vous avez parlé d'accroître le niveau des clubs. D'abord, dites-nous, quel diagnostic avez-vous fait quant à cette sortie prématurée de nos clubs en campagne africaine? Je pense que c'est une question qui interpelle tout le monde. Sur ce même plateau ici, j'ai eu l'occasion d'en discuter régulièrement. Il peut y avoir plusieurs causes. Nous avions d'abord pensé à un moment donné que nos clubs n'ont pas suffisamment de ressources financières. Lorsque vous allez compétir avec des clubs qui ont 10 fois plus de richesses que vous êtes complexé. Et je disais qu'il y a eu une année, parce que j'ai un oncle qui était membre dirigeant d'un club de Bobo, dont je vais taire le nom. Et lorsqu'il est parti pour son match retour, avant même que le match se joue, son adversaire a offert un lot d'équipement à son équipe. Bon, lui, il en était très heureux. Bon, il est revenu. On rappelle que le Sénat avait gagné 3-0 à Bobo avant le match retour en Libye. On rappelle juste une petite précision.
Bon, donc, vous voyez, quand c'est comme ça, vous partez souvent complexé. Parce que quand vous arrivez, bon, heureusement, au jour d'aujourd'hui, quand même, ce complexe tente à disparaître. Sinon, avant, nos équipes, lorsqu'elles voyaient même les adversaires à l'échauffement, elles partaient déjà pratiquement battues. Donc, on a des faiblesses sur le plan financier. Et certainement, bon, c'est vrai que les finances, ça conditionne beaucoup. Parce que si vous n'avez pas beaucoup d'argent, il est clair que vous ne pouvez pas recruter des joueurs talentueux. Il est clair également que vous ne pouvez pas recruter un encadrement de qualité. Or, le football aujourd'hui, même si vous avez un entraîneur de bonne qualité, il faut certainement aussi avoir un bon préparateur physique. Il faut avoir également un bon staff médical. Tout ça, ça va. Et les grandes équipes, les meilleures équipes, ont même encore des préparateurs psychologiques. Il y a tout un environnement. Or, aujourd'hui, quand vous prenez l'architecture de nos différents clubs, vous allez voir rarement de clubs qui ont un staff technique digne de ce nom. Voilà. Vous en avez certains même qui n'ont même pas d'entraîneur de gardien de but. Bon, vous savez, les médecins, ça c'est toujours relégué au second plan parce que vous allez voir certainement des... Voilà. Voilà. Non, même pour celui qui dirige le staff médical, c'est très souvent un infirmier. Voilà. Vous voyez, on néglige... C'est lié beaucoup à la question financière. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Dans notre pays, le championnat démarrait toujours en retard. Et là, quand même, je pense que ce comité exécutif a fait un effort pour que le championnat puisse démarrer à temps. Parce que souvent aussi, quand nos équipes sortaient en campagne africaine, on se rendait compte qu'elles avaient très peu de matchs de championnat dans les jambes. Et ça se ressentait. Parce qu'au moment où les gens ont démarré leur championnat depuis, vous arrivez avec 1 ou 2 matchs de championnat, ou voire même que souvent votre championnat n'a même pas démarré quand la compétition africaine arrive. Donc on va très vite. Il y a beaucoup de raisons. Maintenant, on essaie de regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Mais je pense quand même que c'est le sens des augmentations successives de la subvention au club, mais ça reste insuffisant. Justement, il fait bien d'ouvrir cette porte de subvention au club. On sait que pour ces 4 dernières années, cette subvention est passée à 10 millions. Alors, à l'échéance de votre prochain mandat, si vous êtes élu, à combien se livrera justement la subvention des clubs? On parle de 15 millions dans cette porte. Non, il faut souvent aller de façon réaliste. Vous voyez, quand nous arrivions à la fédération, comme je le dis, la subvention pour les premières divisions, ce n'était que de 2 500 000. C'est pour ça qu'il dit que toute proposition démagogique est à éviter. Voilà. De 1960 à 2012, la subvention des clubs de première division était de 2 500 000. On passe de 2012 à 2016 à 10 millions. Maintenant, les gens veulent que, soudainement, de 2012 à 2016, ça passe à 50 millions. Si ce n'est pas de la démagogie, dites-moi comment ça peut se faire. Il faut regarder, il faut faire des propositions réalistes. Je pense que les clubs, ils peuvent regarder. Ce n'est pas, comme je l'ai dit, la puissance financière du Burkina ne s'est pas accrue. Bien au contraire, certainement, les économistes nous le diront. Donc, je dis, c'est une vision. Nous disons qu'il faut aider nos clubs à accroître leurs ressources financières. Voilà. L'idéal va-t-elle être revue à la hausse? Non, nous avons dit clairement dans le programme. C'est pour ça, vous avez vu, nous avons évité même de chiffrer pour ne pas, parce que quand on dit, sinon, bien entendu, l'objectif, c'est de pouvoir aller de 10 à 15 millions en première division. De la deuxième division, c'est de passer de 2 à 5 millions. Et également, au niveau des clubs féminins, la subvention qui est d'1 million, essayer de pousser ça au double, à 2 millions. C'est des choses comme ça. Et également, accroître la subvention des ligues. Parce que nous pensons que les ligues, qui sont les démembrements de la fédération dans les régions, ce sont nos représentants dans les régions. Et ces ligues-là doivent animer le sport, le football dans leur région. Et il faut qu'on soit un peu plus regardant, donner un peu plus de moyens aux ligues pour pouvoir animer effectivement la vie du football dans leur région d'implantation. Et en tout cas, c'est pour ça que nous souhaitons regarder, parce que ça aussi, il faut continuer les discussions avec les techniciens pour décentraliser au maximum l'organisation de certaines compétitions dans les ligues, pour que les gens n'aient pas l'impression, la fâcheuse impression qui se dégage aujourd'hui avec la configuration
de notre championnat de l'élite que le football se réduit à Bobo et Ouaga. L'élite peut certainement, parce que c'est vrai, comme beaucoup le disent, et au niveau de l'élite, c'est une question vraiment de capacité. Il ne faut pas faire dans la démagogie, même si l'élite se trouvait concentrée là-bas, l'essentiel que les gens sentent que le football se joue dans les régions. C'est parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de compétition dans les régions qu'on a comme l'impression que le football se résume pratiquement à Bobo et Ouagadou. Est-ce qu'au niveau de la D2, il n'y a pas comme une certaine négligence parce que quand on regarde, techniquement, au niveau de la D1, toutes les équipes qui arrivent à D1, la plupart du temps, retombent. Faites le constat avec nous. Est-ce que ça n'explique pas aussi un peu ce niveau très très bas au niveau de la D2, d'où justement la nécessité de revoir l'organisation en passant justement en pensant à l'augmentation au niveau de l'enveloppe? Je pense que ce n'est pas seulement la question de l'enveloppe. Il y a beaucoup de facteurs. Quand vous regardez aujourd'hui, le championnat de deuxième division, il est organisé en poule. Bon, ce n'est pas l'idéal. C'est organisé en poule, c'est vrai, ça c'est lié à la question de l'argent. On se dit que lorsque c'est en deux poules, les financiers vous le diront tout de suite, l'organisation revient moins cher à la fédération. Du low cost, vous cherchez? Non, c'est une question de réalisme. Vous savez, à un certain moment, on a organisé le championnat et on l'a bloqué, faute de ressources. L'idéal, c'est de pouvoir aller jusqu'au terme des compétitions. Donc, il faut être réaliste dans les choses parce que, dans le même temps, vous voyez tout de suite, les clubs, ce qui les intéresse, quand est-ce qu'on va augmenter nos subventions? Voilà, il faut savoir aussi, lorsqu'on augmente, et il y a des risques également qu'on ne puisse pas organiser convenablement parce que aujourd'hui, toutes les compétitions sont organisées vraiment par la fédération, ce qui n'est pas le cas dans de nombreux pays. Dans de nombreux pays, dès lors qu'on donne les subventions aux clubs, c'est fini. La fédération se lave les mains. La fédération se contente de désigner les officiels qu'elle prend en charge. Le reste, ça revient aux différentes équipes, aux différentes ligues. Mais nous organisons tout. Donc, pour répondre à la question de Salif, j'ai dit qu'il y a beaucoup de choses. Moi, je pense que le niveau du championnat 2-2, ce n'est pas aussi mauvais que ça. Le niveau est bon. Maintenant, quand les équipes arrivent en première division, certainement, parce que vous voyez, aujourd'hui, nous avons 32 équipes en 2-2. Voilà, ça me donne même l'occasion de revenir parce que bon, j'ai entendu des trucs, mais la plupart des clubs le savent, ils connaissent la réalité. Et avec cette question de bourse, nous avons dû, à l'Assemblée générale de FADA, on a même passé au vote pour pouvoir relever le nombre d'équipes de la deuxième division. C'était de 24 et aujourd'hui nous sommes à 32 clubs. Ça nous a créé même beaucoup de difficultés. Le ministère a dit que lui, il va continuer à donner la bourse qu'il avait prévue pour 24 clubs. Ce qui fait que, évidemment, l'enveloppe qui a été donnée pour les 24 clubs, on l'a répartie aux 32 clubs. Voilà, vous comprenez. L'écrasante majorité des clubs de 2-2 le savent parce que ça a été discuté en Assemblée générale. Il n'y a même pas de choses. Bon, j'ai vu certains qui ont voulu utiliser ça comme argument de campagne. C'est malheureux parce qu'au niveau du football, il faut toujours pratiquer le langage de la vérité. La bourse, c'est l'apanage du ministère des Sports et des Loisirs. La fédération n'a rien à voir avec cela. Mais quand même, on dit, on a voulu instrumentaliser des gens qui n'ont pas beaucoup d'informations. Mais c'est clair, si les gens ont suivi, la fédération n'a rien à voir dans ça. Donc, pour revenir à la question de Salif, effectivement, on a 32 clubs en deuxième division, c'est lourd à gérer. Nous, l'objectif, c'est de pouvoir, comme la première division, arriver à une phase de poule. Et à une phase poule unique. Et on joue le championnat, c'est même bien. Là, beaucoup d'équipes ont tout le loisir de découvrir aussi le plus grand nombre de contrées du pays. C'est un peu ça. Donc, mais je dis que nous allons mener la réflexion et c'est entre autres raisons qui expliquent la chose. Quand les équipes se battent en 2-2 pour pouvoir accéder en première division, quand ils arrivent en première division, souvent ils sont éreintés. Et donc plus les restes. Alors, président, on est malheureusement pris par le temps. Je sens que tu bouillonnes, oui. Mais on est pris par le temps. Alors, juste président, on ne peut pas vous recevoir sans parler des étalons.
Alors, dans 2 mois, le Burkina va rentrer en liste. Nous vous souhaitons le meilleur, en tout cas, pour le 10 novembre. Vous savez, vous comprenez ce que je veux dire. Mais alors, si les Étalons n'arrivent pas à passer le premier tour, où ça serait un échec pour vous? Ou bien, espérons le meilleur, si les Étalons remportaient la CAN, ça serait le couronnement pour Sita Sangare? Non, je dois dire que ce ne serait ni un échec, ni un succès pour Sita Sangare, mais pour le football du Burkina Faso. Vous savez, le football, c'est un sport collectif. Moi, je dis, on gagne ensemble, on échoue ensemble. Les gens font des fixations. Vous savez, on n'a jamais vu de comité exécutif descendre sur les pelouses pour jouer au ballon. C'est la catastrophe. C'est juste... Non, je pense que au niveau de la fédération, c'est comme si vous étiez un chef d'orchestre. On a l'obligation de réunir les moyens techniques et financiers nécessaires à l'accomplissement des tâches. Le reste, il faut tout faire pour que les enfants soient dans les meilleures conditions possibles pour nous amener des choses. Moi, je pense que au jour d'aujourd'hui, Dieu merci, l'encadrement technique fait un bon travail. Je pense que nous avons également des joueurs qui se sentent très concernés, ils sont très impliqués, et je puis vous assurer qu'ils ont à cœur de réussir un grand coup à la CAN. Ils veulent surtout faire gommer la tâche de Guinée équatoriale 2015. Parce que pour les enfants, c'était un faux pas. Ils veulent, et je souhaite, l'accompagnement, surtout de la presse sportive, pour booster. Parce que je vous assure, je le dis avec beaucoup de conviction, le football, c'est un tout. C'est un tout. Tout l'environnement, c'est important. Alors, si les enfants se sentent... Une question à répondre en 15 secondes. On vous taxe de considérer la presse comme votre pire ennemi. En 15 secondes. Je pense que c'est une mauvaise vision. Je suis très direct. Je dis toujours ce que je pense. Et j'invite ceux qui ont ce genre d'arguments à chercher à me connaître davantage. Il faut connaître quelqu'un avant de le juger. Président, craignez-vous votre adversaire du 10 novembre prochain, Bertrand Kaboré? Je ne crains aucun adversaire. Je crains seulement les électeurs par rapport à ce que nous faisons. Sur une échelle de 0 à 10, combien vous donnez de chances de gagner? Non, je ne suis pas un bon mathématicien, donc moi je pense qu'il y a un programme. Vous savez, quand vous avez un bilan, c'est déjà quelque chose. Par rapport... Alors, malheureusement, je pense qu'on est... Non, je souhaite simplement, pour un avenir radieux de notre football, que les électeurs nous accordent leur confiance. Vous savez, il vaut mieux progresser avec une équipe qui a un bilan à défendre, qui a tenu des engagements par rapport à ce qu'il avait promis, que de faire un saut périlleux dans l'inconnu. Merci. Sita Sangare, je rappelle, candidat à la présidence de la Fédération burkinabé de football. Le temps, oui, c'est déjà fini. Je pense que les bonnes choses ne durent pas. On aurait bien voulu permettre aussi aux téléspectateurs d'appeler. Ça sera peut-être pour une prochaine fois. On ne le sait pas. Si Sita Sangare est élu après la matinée du 10 novembre, peut-être qu'il reviendra sur ce plateau pour échanger avec les téléspectateurs. Mais en attendant, en tout cas, c'est tout pour ce thème d'aujourd'hui. Le prochain... Je dois vous dire que même non élu, je viendrai avec plaisir. Voilà, on de Sita Sangare après. Le prochain rendez-vous, c'est pour lundi. Mais en attendant, justement, ce lundi, ne zappez pas, restez sur les antennes de BF1. Je rappelle que pour cette émission, nous avons donc Madi Zongo et Salif Guigman, notre confrère de Horizon FM. Mais avant de vous quitter, n'oubliez pas la troisième édition du tournoi de pétanque dénommé Béonéré, initié par donc M. Yacouba Congo, qui notera son dénouement le dimanche 6 novembre prochain à 15h30 sur le terrain du secteur 5. En tout cas, cette compétition est placée sous le parrainage de notre cher ami Hubert Zungrana, je rappelle, un directeur général du CRA Sport. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci au colonel de la Sita Sangare. Merci à Madi Zongo. Merci également à Pascal Ilbodo et à toute son équipe pour la réalisation de cette émission.